Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô, allô? Vous êtes chaud comme le climat? Ouais. Bon, super. Ben, écoutez, merci d'être là. On va commencer tout de suite parce qu'on nous a dit qu'il fallait commencer tout de suite et qu'il fallait finir à l'heure. Donc, on va commencer par faire un petit tour de table de qui est qui. Et le mieux, c'est que les gens se présentent eux-mêmes. Alors, Romain, who are you? Donc, je suis Romain Cristofini. Vous m'entendez? Allô, allô? Non? Tiens. Donc bonjour, déjà je suis heureux d'être avec vous. Je suis Romain Cristofini, je travaille au sein de Lumia. Lumia, c'est un centre d'innovation stratégique qui est dédié à la régénération. Voilà, on est une équipe qui travaillons à de la recherche-action, qui travaillons à intervenir auprès d'un certain nombre d'entreprises, et puis on transmet aussi par des formations tout ce qu'on découvre autour de la régénération de l'entreprise à visée régénérative. Bah, ça tombe bien, c'est l'objet de la table ronde, donc tu t'es pas trompé de salle. Donc, Vaya. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je suis au bon endroit. Donc, aujourd'hui, au sein de l'entreprise Symbiotique, j'ai porté un projet qui était de rédiger un référentiel sur l'économie régénérative, dont on va parler. Et je suis arrivée à l'économie régénérative après une vingtaine d'années dans le développement durable, la transition écologique, le climat. Et donc voilà, on est dans cette progression maintenant que le climat devient de plus en plus chaud, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ah, ici avec le climat. Et donc, Luc, il nous fallait aussi un petit peu d'international. Donc, vous allez vous apercevoir tout de suite. Il a l'accent sénégalais. Vas-y. Là, ça va mieux? Oui. Je disais, je suis donc Senior Advisor dans l'agence de conseil Reset, qui est une agence dédiée à la transition environnementale et économique. Et avant d'être chez Reset, j'ai donné naissance et piloté pendant 4 ans un projet d'économie d'usage chez Decathlon qui s'appelle WePlay Circular. Alors, pour aller droit au but, là, j'ai fait un petit texte là, que je vais vous lire. Et puis ensuite, on va poser les questions au panel. Donc, sur l'objet, vous avez compris, si vous êtes là, c'est l'entreprise à visée régénérative, le nouvel oxymore de l'économie. Donc, c'est un fait. Le productivisme, dans sa version actuelle, est synonyme de pollution, personne n'en doute. C'est même devenu une fatalité acceptée, tellement le manque d'imagination, pour faire autrement, s'est installé dans le système économique. Depuis la récente perception des signaux alarmants de l'effondrement en cours du système Terre, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on s'en occupe, les entreprises commencent laborieusement à appliquer le triptyque ERC, donc éviter, réduire, compenser. Donc on peut dire que c'est une mystification de plus dans la volonté de vouloir tout changer sans rien changer. Parce que le éviter ne signifie en aucun cas renoncer, et surtout pas au non essentiel. Il s'agit juste d'éviter certains impacts négatifs en les déplaçant ailleurs ou par un moyen de substitution du moindre mal. Pareil pour le réduire, qui ne vise qu'à limiter le gaspillage des ressources en améliorant l'efficacité des procédés, ce qui en réalité a toujours existé depuis que les entreprises existent. Et enfin, le compenser, qui apparaît comme la rédemption suprême, l'achat de bonne conscience, un dédommagement dérisoire à l'environnement qui ne répare rien, bien sûr, car un foisonnement de vie détruit est par définition irremplaçable. Alors, à l'opposé de cette approche trompeuse, le principe fondateur des entreprises à visée régénérative est d'intégrer au cœur des processus de production les conditions qui vont permettre à la vie de prospérer. Vu comme cela, cette définition peut sembler naïve, voire d'une totale utopie, et on entend déjà les moqueurs ignorants rire sous cape. Alors, ils ne sont pas ici, mais il y en a quand même. Il n'est pas seulement question de générer des impacts positifs nets pour la biosphère et la société, mais bien de repenser de manière profonde le rapport que nous entretenons avec le vivant sous toutes ses formes, dans une logique circulaire, symbiotique et coévolutive. Alors concrètement, et à titre d'exemple, les processus physico-chimiques sont remplacés par des processus biochimiques, on va donner des exemples. Les infrastructures sont conçues selon les principes du génie écologique, de la bioinspiration, pour réduire les effets néfastes de l'artificialisation. Les bâtiments deviennent mutables et à haute intensité servicielle. L'économie de la fonctionnalité devient le nouveau paradigme de la consommation. Et Luc nous donnera des exemples très concrets dans ce domaine-là. Il est impossible d'expliquer précisément en seulement quelques mots la complexité du concept de régénération pour une entreprise, mais l'expérimenter sur des projets ciblés rend clairement heureux, regardez dans l'état où est Romain, ça a l'air heureux, ceux qui sont à la manœuvre, car ils comprennent rapidement pourquoi la robustesse prime sur la performance.
L'interdépendance sublime les collaborations. La puissance de l'immatériel valorise la création de valeur étendue aux écosystèmes et à la biodiversité, au-delà des seuls clients et actionnaires. Alors ne perdons pas de vue que le véritable objectif pour une entreprise est de durer. Croire que continuer la prédation du vivant et des conditions d'habitabilité de la planète puisse être la solution pour continuer de prospérer relève d'une inconséquence notoire. Alors ça, c'est le teasing. Et le C3D, moi je ne me suis pas présenté, mais je préside une petite association qui s'appelle le C3D, le Collège des directeurs de plans durables. On est près de 400 entreprises dans cette association. Et puis moi je travaille aussi accessoirement dans une entreprise familiale qui a plein d'activités, hein, petite entreprise familiale. Et donc le C3D a sorti le 6 juin dernier le 5e module de son MOOC. Et ce 5e module est entièrement dédié aux tenants et aboutissants de l'économie régénérative pour aider tous ceux qui s'intéressent à ces questions à implémenter ce type d'approche dans leur organisation. Alors ce MOOC est gratuit, entièrement gratuit, il est en français et en anglais, et ça ne s'use que si on ne s'en sert pas, hein, c'est comme la liberté de la presse, donc n'hésitez pas à télécharger, enfin à suivre ce MOOC et à mettre sur vos réseaux sociaux respectifs quand vous l'avez suivi, eh bien, le certificat correspondant. Alors pour cette table ronde qui va commencer maintenant, vous pouvez poser des questions via l'application Pigeonhole, donc il faut flasher le QR code ici. On ne prendra pas de questions de la salle, par contre on prendra les 2 ou 3 questions les plus likées à la fin de cette conférence. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors on va commencer par Baya. Ok. Donc on a vachement préparé. Hein. Donc nous disions que nous partageons le même constat, ça tombe bien, hein, la même urgence et la même radicalité, hein, pour agir. Et comment un référentiel, parce qu'en fait maintenant on a pu normer ce dont on parle aujourd'hui, tu vas nous en parler, peut aider à la mise en œuvre et le passage à grande échelle. Pourquoi c'était nécessaire de normaliser ce concept de régénératif? Alors d'abord, est-ce que c'est fait? Est-ce que ça sort bientôt? Et grosso modo, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais répondre tout de suite, oui. Mais je vais développer quand même. Effectivement, on a travaillé avec l'AFNOR sur une spécification. Donc c'est un référentiel. Et l'AFNOR, ben voilà, c'est la méthode, c'est un cadre, c'est une rigueur. Et on a besoin aujourd'hui de ce cadre quand on voit la régénération prendre de plus en plus de place pour savoir de quoi on parle. Donc la première chose qu'on a fait, c'était d'avoir des définitions. Comment on définit l'économie régénérative, mais aussi comment on définit les écosystèmes dans une économie régénérative, les écosystèmes sociaux, les écosystèmes écologiques, les écosystèmes économiques et techniques. On a aussi travaillé sur la question du territoire. Un territoire dans une économie régénérative est essentiel, puisqu'en fait, on va s'appuyer sur ses ressources. Mais derrière le mot ressources, vous avez effectivement des services écologiques, des services sociaux. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer de leur plein potentiel ? Donc, et puis derrière, il y a une double aussi demande, c'est comment on redonne au territoire. Donc en fait, il y a cette question de partage de la valeur où le territoire est vraiment très important. Donc en fait, on a fait déjà ce travail de quoi on parle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on veut le diffuser, il faut qu'on puisse dialoguer ensemble. Donc pour dialoguer, il faut qu'on puisse utiliser les mêmes mots. Et si parfois on n'est pas d'accord, au moins on sait sur quoi on n'est pas d'accord. Donc la question, en fait, elle est aussi là. L'autre chose, c'est comme ça, on ne met pas n'importe quoi dedans. Donc ça évite aussi aujourd'hui de pouvoir avancer à chaque fois avec les mêmes termes, mais finalement se rendre compte qu'on ne va pas totalement dans la même direction. Donc ce premier travail de définition, ça pose une vision, ça pose un sens. Et c'est un moment ce qu'on met là, hein, sens et action. On donne le sens à la transformation, qui est aussi le terme d'aujourd'hui. Hein, on transforme pourquoi ? Dans ce sens-là. Et la deuxième chose, en fait, qui était importante, puisqu'on veut donner des clés pour outiller, une fois qu'on a le concept, une fois qu'on a les mots, comment on fait ? Alors, comment on fait ? Il y a plein d'outils, il y a plein de pratiques. Tu en as nommé quelques-unes. Comment ces pratiques se répondent et comment on s'assure qu'elles font vraiment de la régénération ou jusqu'où il faut les pousser pour qu'elles régénèrent. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie régénérer ? Donc, comment elles permettent à ces ressources dont j'ai parlé tout à l'heure de se renouveler en continu, en matière et en qualité, enfin en volume et en qualité.
Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré dans l'entreprise, quoi. C'est quoi le partage de valeur, c'est quoi la gouvernance, la raison d'être, les modes de production et les processus d'aménagement, les modes de financement, le modèle économique. On a regardé ces cases-là, hein, les briques de base qui, si on ne les change pas, on peut difficilement transformer une entreprise. Et en fait, on l'a fait aussi pour toute organisation, hein, mais là je parle entreprise puisque c'est le sujet. Et on a regardé en fait où on peut se situer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes un dirigeant d'entreprise, un collaborateur, vous voulez avancer sur quelque chose, vous avez déjà des pratiques. Est-ce que ces pratiques, elles font de la régénération ou pas? Et en fait, vous voyez les cases que je viens de dire, visualiser un tableau. On va dire que ce sont les têtes de colonne. Par exemple, on va prendre partage de la valeur. Et bien après, par ligne, on va regarder les 4 modèles économiques qui existent aujourd'hui. Celui qui s'appuie sur l'exploitation, où les impacts sont externalisés. C'est tout le sujet aussi de beaucoup de tables rondes d'aujourd'hui. Celui de la réparation, c'est-à-dire qu'en fait, s'il faut réparer, ça veut dire qu'on a déjà détruit. Donc on va essayer de restaurer, de compenser, mais on prend déjà état de fait qu'il y a eu une destruction. Troisième niveau, on va dire que c'est la préservation. On va rester sur impact net nul. Et la régénération, on va essayer d'avoir des impacts positifs. Et ben, en fait, on a regardé chacune de ces cases pour donner des mots-clés qui permettent, si vous ouvrez un moment ce référentiel, de se dire « Ah ben moi, je suis plutôt là, je suis plutôt là ». Donc, par exemple, sur partage de la valeur, vous êtes dans un mode qui est dans le modèle économique de réparation. Ça veut dire que vous allez partager la valeur si éventuellement il y a une loi ou en fonction d'une négociation. Alors que si vous êtes dans la régénération, de fait, le partage de la valeur, vous avez fait votre carte d'identité du territoire, de l'écosystème, et vous avez intégré dans le partage de la valeur qu'il fallait une redistribution à l'ensemble de l'écosystème. Donc on l'a voulu comme ça, très, 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 très pratique, avec derrière justement des illustrations, des critères qui permettent de pouvoir se dire, tiens, aujourd'hui je suis là, peut-être dans la réparation. Si je veux aller vers le régénératif, quelle case je bouge? Et puis je peux commencer par la gouvernance, par exemple. Je peux être dans la gouvernance avec un modèle très, très ouvert, avec beaucoup de consultations, de co-construction, voire même de co-responsabilité. Mais je n'ai peut-être pas complètement changé mes modèles de production. Mais ça ne veut pas dire que pour le moment, vous n'avez pas quelque chose de régénératif. Mais on a bien fait la big picture de façon à ce qu'on puisse avoir cette logique de progression. Donc c'est bien une norme guide et une norme guide pour aider les entreprises, mais aussi pour s'auto-évaluer. C'est les deux. Voilà, pour s'auto-évaluer. Je dis juste un petit mot, c'est une spec. Parce que voilà, la FNOR a plusieurs... c'est une spec, c'est une spécification. Ça veut dire qu'en fait, on l'a fait en 6 mois avec des acteurs de terrain, de façon à pouvoir produire quelque chose rapidement. Et là, à l'heure où je vous parle, en ce moment, elle est chez le graphiste. Voilà. Donc pour une sortie plutôt septembre. Mais ça, c'était la deuxième question. Mais voilà. Romain, en fait, avec toi, on va parler des fondements en fait, des entreprises à visée régénérative, donc d'où ça vient, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de ça, parce que c'est comme des concepts assez nouveaux, on peut le dire, et en quoi c'est important de s'y intéresser maintenant, et pourquoi on n'en parlait pas hier, parce qu'en fait c'est l'université de demain, je crois, donc on peut en parler aujourd'hui. Oui, pourquoi on n'en parlait pas hier? Ça me donne l'occasion de venir devant vous avec beaucoup d'humilité, en fait, à la fois de la joie, pour le coup il y en a, parce que travailler sur ces sujets, les transmettre, c'est aussi une façon de soutenir l'engagement et l'espérance, parce que le paradigme régénératif est profond, il est vaste. Et humilité, parce que tout n'est pas en place. Tout n'est pas en place. Donc il y a des travaux de spec, on fait encore beaucoup de recherches, on n'a pas les réponses à tout. Et d'ailleurs, ça tombe bien, ça fait partie de la régénération, parce que la régénération, elle nous dit, il va falloir en fait refaire alliance avec le vivant. Alors effectivement, pour comprendre, vraiment poser quelques briques fondamentales de ce qu'est la régénération, il faut peut-être se rappeler dans quel constat on est en fait. Et un des référentiels, on va dire, du constat aujourd'hui sur lequel on pose et qui nous sert de base pour le régénératif, c'est de parler des limites planétaires. Donc c'est de se rappeler que nous sommes aujourd'hui dans un état du système Terre où 6, voire bientôt 7 des limites planétaires sont dépassées. Ce qui impose en fait, si on veut vraiment regarder en face la situation, d'introduire une notion d'emblée qui est liée à la régénération, qui est de se dire aujourd'hui, si on regarde un petit peu tout ce que nous avons fait, nous, on va dire les organisations, les territoires ou les civilisations humaines, par rapport à cet enjeu
des conditions d'habitabilité de la Terre, ce que nous avons fait principalement, voire exclusivement, c'est essayer de réduire les impacts négatifs de nos activités humaines. Or ça, aujourd'hui, quand il y a eu beaucoup d'ateliers, par exemple aujourd'hui sur le carbone ou la décarbonation, quand je suis en train de vous dire ça, je suis en train de vous parler d'actions qui visent à limiter et réduire au maximum des impacts négatifs sur une seule des variables, qui est les variables climat, là où il y en a 9. Donc ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la régénération, elle dit une chose, elle introduit une chose, elle dit aujourd'hui, les réponses que nous avons eues jusqu'ici sont importantes, on peut optimiser, on va parler de beaucoup de choses, je pense, d'économie de la fonctionnalité, on peut aller vers la sobriété énergétique, on peut aller vers la substitution de matière, on peut faire beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Il faut être plus ambitieux si nous voulons réintégrer un espace sûr et juste. Donc il faut générer des impacts positifs nets sur les écosystèmes naturels et les communautés humaines, parce que la régénération elle est socio-écologique, avec lesquelles votre organisation est aujourd'hui en interaction. Donc la question c'est, et vous prenez un temps, vous pouvez prendre un petit temps de réflexion, et vous, quels impacts positifs aujourd'hui générez-vous? Et rien que de vous poser la question comme ça vous place déjà devant quelque chose de difficile. Parce que vous allez peut-être dire, on fait beaucoup de circularité. Est-ce que c'est de la génération d'impact positif? On est d'accord? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où on doit apprendre des jeunes priorités. Alors maintenant, comment on les génère? Parce qu'on va tuer le suspense, qui n'en est pas un, mais qui est quand même fondamental, parce que tout part de là. Dans la façon dont Lumia, on aborde ce sujet-là, tout part de là. La régénération et les modèles économiques à visée régénérative sont des modèles qui s'appuient sur une qualité exclusive du vivant, de se renouveler, de s'auto-renouveler et d'être dans un processus de création continue. Je vais vous donner un exemple dans ma région, moi je suis dans le sud. On sait que quand on a protégé l'air autour de l'île de Porquerolles, il y avait 7 mérous il y a quelques années. Aujourd'hui, les populations sont en centaines. Donc on sait, vous savez, on le sait, que la nature a une puissance de renouvellement et d'auto-réparation, si on le dit comme ça. Elle a ses limites, on ne va pas l'idéaliser. Et donc un modèle économique à visée régénérative est un modèle économique qui va aller générer des impacts positifs en s'appuyant sur la puissance du vivant. Et ça, cette puissance du vivant, on sait qu'elle existe. Et si je finis sur ce sujet, ça veut dire que si vous voulez aller vers un modèle économique régénératif, ça consiste à chercher les chemins qui vont permettre à toutes les étapes, à toutes les strates de votre modèle économique d'aller pouvoir se reconnecter à cette puissance du vivant. Et c'est vrai que, on va dire fondamentalement, des pratiques, ou plus exactement des systèmes de production comme l'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture, qui pour certains d'entre vous peuvent peut-être vous paraître loin de leur chaîne de valeur, c'est là où le travail commence, mais sont des systèmes qui sont reconnus comme ayant des impacts positifs, non pas sur une limite planétaire, mais sur la quasi-totalité des limites planétaires. Parce que ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, malheureusement, et on le voit sur le carbone, on pourrait prendre plein d'exemples, mais par exemple l'électrification de nos véhicules, de passer tout à l'électrique, en fait, on s'aperçoit que on déporte, on fait ce qu'on appelle du déplacement de problème. Alors que le vivant, lui, qui vit dans le complexe, nativement, va donner des réponses complexes aux situations complexes que nous rencontrons. Donc, quand vous faites de la permaculture, vous travaillez sur la qualité des sols, vous régénérez le cycle de l'eau, vous travaillez sur la biodiversité, vous faites de la séquestration carbone, etc. etc. Donc, voilà, le truchement, on va dire que le cheminement logique, puis après, peut-être on donnera des exemples, c'est celui-ci. Les exemples, on y va tout de suite, là, parce que c'est vrai souvent on nous dit, oui, vous intellectualisez beaucoup tous ces concepts, ces trucs intellectuels, mais dans la vraie vie, comment ça marche? Bon là, si on était au MEDEF, là, on demanderait, concrètement, Michel, là, comment ça marche? En l'occurrence, il s'appelle Luc. Donc, est-ce que dans la vraie vie, ça peut avoir une réalité, tout ça? Donne-nous l'exemple d'un truc qui s'appelle WePlay Circular en belge. Avec plaisir. Mais avant ça, juste poser 2-3 petites choses avant de vous parler du projet. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les stratégies actuelles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Non. Je pense qu'on est tous d'accord de penser ou de dire que les entreprises sont de puissants leviers ou freins vers des modèles plus soutenables. Par contre, où on sera peut-être toutes et tous moins d'accord, c'est que moi, personnellement, je pense que c'est naïf de penser que les entreprises vont pouvoir se défaire de leurs besoins de maximisation de la performance économique. Et ce n'est pas un jugement que je pose, c'est la réalité. Je pense que ça permet d'envisager des solutions qui collent à cette réalité. Et je pense qu'il y a quand même une croyance très largement répandue dans le monde de l'entreprise que baisser l'impact environnemental, c'est au détriment de la performance. C'est une contrainte, c'est un coût. Eh bien, à travers le projet WePlay Circular, je pense que je peux démontrer que c'est une croyance et pas la réalité. Et le projet WePlay Circular, de quoi il s'agit? En fait, je suis rentré chez Decathlon
en septembre 2019 dans une fonction innovation, diversification, nouveau business model. Et dans cette fonction, après 8-9 mois où j'ai beaucoup écouté, j'ai eu une révélation dans le sens où ça m'est tombé dessus en quelques secondes. Cette révélation, c'est quoi? Probablement évident pour vous, hein, ça n'était pas pour moi. C'est qu'en entrant dans des modèles où on permettrait aux clients d'utiliser les produits plutôt que les acheter et devenir propriétaire, on peut potentiellement rentrer dans des modèles très vertueux pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, toutes les entreprises qui vendent des produits, ce n'est pas seulement Decathlon. Hein. La planète, pourquoi? Parce que dans ces modèles, au plus on conçoit, au plus on produit et au plus on met à disposition les produits les plus qualitatifs et les plus durables. Ce que j'entends par durable, c'est la durée de vie des produits. Plus ces produits seront qualitatifs et durables, plus on pourra les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs. Et donc, potentiellement, la rentabilité par produit comparé à une vente pourrait augmenter. Et dans ce cas, ces gains de rentabilité, on pourrait les partager avec les clients en réduisant les prix ou en ajoutant du service et de l'expérience dans l'offre, mais aussi avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus qualitatif et durable. En fait, dans les modèles usage versus propriété, on est potentiellement sur un shift à 180 degrés. Dans le modèle linéaire aujourd'hui, si on veut de la qualité, on la paye cher. Comme les entreprises veulent ou doivent faire des volumes, on met de la pression sur cette qualité, qui met de la pression sur la chaîne en amont au niveau écologique et au niveau social. Là, avec les modèles d'usage, on est potentiellement sur un shift à 180 degrés. Plus les produits sont de qualité, plus les prix pourraient diminuer, pression positive sur la chaîne en amont. Mais Luc, franchement, quand on t'entend, on se dit, mais pourquoi on ne le fait pas depuis 150 ans, ça? Oui. Et alors, si tu, C'était pas sur la fiche, mais je te pose la question. Mais je vais encore plus appuyer ta question en partageant les enseignements qu'on a quand même tirés de ce modèle-là. Mais c'est peut-être pour la compréhension utile que je précise en quoi consistait la mise en voie. Parce que ce que je viens de vous dire, j'ai rien inventé. Hein, c'est connu de toutes celles et ceux qui sont intéressés à l'économie servicielle, l'économie circulaire, économie, etc., etc. Par contre, ce qui est beaucoup moins évident, même pour celles et ceux qui se sont beaucoup intéressés à ces sujets, c'est de trouver des modèles qui ont réellement démontré ça. Et donc, ce que j'avais proposé à Decathlon, c'était de se mettre en mouvement sur le modèle qui semblait avoir le plus de potentiel d'impact. On va proposer une solution à nos clients qui leur permette d'envisager de ne plus rien devoir acheter. Un forfait mensuel et vous avez accès à absolument tout le catalogue de Decathlon. 40 000 références quand même. Vous pouvez imaginer qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont pris pour un taré. Moi-même, hein, je me prenais pour un taré. Mais la singularité de Decathlon permettait d'explorer. Et on a proposé en fait 3 formules d'abonnement à nos clients. Un abonnement à 25 € par mois pour un plafond de 400, un abonnement à 50 pour un plafond de 2000 et un abonnement à 95 pour un plafond de 2000. Le plafond étant la valeur maximale des produits dont le client peut disposer au même moment chez lui. Vous avez l'abonnement à 50 pour 1000, vous avez pour 950 balles de matériel chez vous, vélo, raquettes, patins, que sais-je. Vous voulez faire du kayak ce week-end, le kayak coûte 200 €, 950 plus 200, vous dépassez le plafond de 1000, vous ne pouvez pas. Vous devez rapporter du matériel pour prendre le kayak. Okay. 2 obligations pour le client. La première, si un produit existe dans le stock d'occasion, a déjà été utilisé, c'est ce produit-là qu'il utilisera. Deuxième contrainte, on demande au client de prendre soin des produits. Il les ramène nettoyés et entretenus. On l'aide avec des tutoriels, voilà comment bien entretenir ton sac de couchage par exemple. Et s'il ne le fait pas, on lui facture la prestation. Clair pour le contexte? Excuse-moi Fabrice, mais il fallait que je le pose. Je partage les enseignements maintenant, un peu plus rapidement. D'abord, la croyance dont je vous parlais tout à l'heure, on démontre que ce n'est pas le cas. On est clairement sur un modèle où au plus on sera focus sur la baisse de l'impact environnemental, au plus la performance économique sera au rendez-vous. Les deux sont corrélés. Okay. Et comment est-ce qu'on peut traduire la baisse d'impact environnemental en termes financiers? En fait, les principaux facteurs de performance dans ces modèles, c'est les investissements en stock, évidemment. Comment est-ce qu'on peut baisser les besoins d'investissement en stock en allongeant la durée de vie des produits, en améliorant la qualité des produits, en améliorant la réparabilité et la facilité d'entretien des produits. Et autre moyen de réduire les besoins d'investissement en stock, c'est en favorisant la réutilisation. Et il y a des leviers pour y arriver, je pourrais vous en parler. Vous pouvez nous donner aussi le ratio carbone économisé, parce que ça, c'est quand même assez impressionnant, vu que ça excite tout le monde, ça. Mais je vous donne les 3 chiffres People, Planet, Profit. C'est 2, 3 à 6 fois moins cher pour le client que l'achat. On arrive à des niveaux de profitabilité quelque part entre 27 et 52%. Pour info, la profitabilité de Decat aujourd'hui, qui est une entreprise qui fonctionne quand même pas mal, est à 5%. Donc on la démultiplie par 5 à 10. Et alors pour un même EBIT, pour un même résultat, on peut diviser les émissions CO2 par un facteur entre 15 et 32. Donc on est aussi dans un vrai changement de paradigme en termes des niveaux de performance qu'on peut atteindre. Formidable. Bon, on va revenir à Vaya. Allez, on va dire que ça marche, mais maintenant il va falloir qu'on démultiplie ça dans les entreprises pour arriver aux fameux 5 et 6% qui fera que tout le monde va s'y mettre. Et pour ça, on a besoin donc d'un cadre de référence. Donc, tu nous as parlé de la norme qui va apparaître dans quelques jours. Mais concrètement, quel va être le mode opératoire pour la déployer? Donc, vous allez utiliser quel levier pour le faire connaître au plus grand nombre?
vous allez rencontrer des réseaux d'entreprises, j'imagine. Comment ça va se passer pour le faire savoir? Parce que faire bien les choses, c'est une chose, mais le faire savoir au plus grand nombre, c'est autre chose. Donc comment vous allez organiser ça et avec qui? Donc en fait, ce référentiel, l'entreprise symbiotique l'a porté, mais avec une trentaine d'acteurs. On a vraiment été dans la co-construction, comme je le disais. Il y en a même, voilà. Il y a même Savoie Habitat qui est là, Haute-Savoie Habitat, pardon, qui est là. Et donc on avait comme ça déjà des. Et puis je crois que j'ai vu Maubion. Voilà. Vous avez des Sherpas. Voilà, il y a des Sherpas en fait parce que ce sont des pionniers, ce sont des acteurs qui sont déjà dans la régénération. Donc en fait, on est dans le discours de preuve où ils sont en voie 2 pour la plupart. Mais ça, c'est ceux qui démontrent que c'est possible. Mais comment vous allez ils continuent en fait sur leur territoire en fait, dans leur écosystème. Dans leur écosystème, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est en termes d'écosystème, de pouvoir être dans la résonance, de pouvoir construire avec et de pouvoir appliquer soi-même par rapport à son offre produit, par rapport à ses relations avec sa chaîne de valeur, ses clients, son territoire, de pouvoir avancer là-dessus. Ce à quoi on a été aussi très attentif, tout à l'heure on disait, voilà, la régénération, c'est se reconnecter au vivant, mais c'est de pouvoir être multisectoriel. C'est-à-dire qu'on parle intuitivement de la régénération sur le secteur primaire. Et en fait, on a interrogé les services, comment en fait une entreprise de service peut elle aussi accélérer ou être un levier d'efficacité et d'efficience, et on revient sur la question de la performance, et donc peut favoriser cette performance-là, par exemple dans la collecte de data, dans la mise en relation client. On ne va pas forcément penser à un fournisseur Internet, si en fait finalement en quoi ces secteurs-là peuvent accélérer la mise en réseau ou autre. La deuxième chose, donc on a voulu une norme très transversale et une spec, un référentiel très transversal qui pourra par la suite continuer d'évoluer et d'aller sur des logiques un peu plus sectorielles pour pouvoir continuer d'avancer ensemble. Et on a donc pour le coup beaucoup travaillé justement sur la possibilité d'avoir autour de la table des entreprises, des grosses entreprises, des PME. On avait aussi des académiques, il y avait une métropole, la métropole de Lyon, il y avait un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, il y avait aussi un syndicat, qui ont contribué, et on a consulté aussi un certain nombre de personnes. D'ailleurs, en fait, Lumia et toi, Fabrice, à un moment, on vous a dit, tenez, regardez, il y a ça, est-ce que ça peut se diffuser aussi dans vos réseaux? Est-ce que ça peut être quelque chose d'utile pour vous? On continue de le présenter. Donc il y a effectivement des MOOC. On a contribué en partie au MOOC que tu as présenté. Isabelle Delannoy, qui est la présidente de l'entreprise Symbiotique, était là pour le lancement. Et donc en fait, voilà, il y a ce travail un petit peu, je dirais, de porte à porte. Mais l'idée aussi est d'avancer sur les deux, parce qu'on se disait pourquoi est-ce que ça se développe pas plus. Là, je sors d'une table ronde où c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est les modes de financement. Et donc, c'est de travailler aussi à ces échelles-là et sur ces leviers-là aujourd'hui. Donc, il y a tout un travail qui est fait, notamment sur les modèles de développement, les business models. Et on a besoin aussi de continuer d'enseigner ça et de pouvoir soulever les interrogations très pratiques et montrer tous les outils qui peuvent exister sur ces choses-là, de façon à ce qu'un entrepreneur qui a envie d'avancer sur ces sujets-là se pose pas simplement des questions métaphysiques, mais puisse se dire c'est comme ça que je peux avancer. Donc il y a les outils, il y a des formations et il y a effectivement tout un travail comme ça de lancement. La question qui tue, est-ce que vous avez prévu dans le plan de déploiement d'aller voir les business schools par exemple, d'aller voir des réseaux d'entreprises comme la FEP, le MEDEF, le CJD, parce que l'objectif maintenant c'est de faire pénétrer ça dans la tête de ceux qui conçoivent les modèles d'affaires qu'on peut faire autrement. Est-ce que vous avez les moyens d'aller sensibiliser ces parties prenantes-là ou pas? Alors, il y a la volonté. Il y a la volonté, ouais. Il y a la volonté et il y a déjà des rendez-vous qui sont pris. Ouais. Sur les moyens, si éventuellement vous voulez nous inviter ou si vous avez la possibilité à un moment... Voilà. Si vous avez à un moment la possibilité... Comment on peut vous aider, en fait? Voilà.
Alors, on participe, on a une réunion justement sur la diffusion qui va se présenter début septembre pour pouvoir aller justement dans tous ces réseaux-là. Donc, pour le moment, il y en a 2 qu'on a prévu de toucher entre septembre et octobre. Et donc, voilà, mon nom, il est assez... caractéristique. Enfin, je suis sur LinkedIn, vous m'envoyez un message, on prend rendez-vous et on se donne effectivement les moyens, que ce soit en lieu, en ressources ou autre, pour pouvoir avancer. On a aussi un petit peu besoin de moyens financiers pour continuer, il faut le dire. Et en fait, l'aspect voilà. qu'on a fait, c'est que normalement, un document de l'AFNOR, en fait, n'est pas en libre accès et on s'est débrouillé avec des financements qu'il faut qu'on aille chercher maintenant. Pour le mettre en libre accès quand le document sortira. Donc ce sera dernière semaine de septembre. Donc dans le post qu'on fera, dans le post LinkedIn C3D, après cette conférence, on mettra tous ces renseignements-là. Et ceux qui veulent aider aussi à la diffusion, il n'est pas interdit de donner un peu de sous pour financer tout ça, parce que ça coûte des sous. En tout cas, nous, C3D, on va continuer de vous aider. Merci. Romain, allez, une entreprise a décidé d'y aller. On se jette dans le grand bain. Quelle approche doit-elle avoir? Quelle question elle doit se poser tout de suite pour y aller vraiment, pour que ça se voit? Et le cœur du problème, c'est le business model. Hein. Et quel impact ça va avoir sur son modèle économique? Est-ce que tu peux nous parler de ce problème du modèle économique? Oui, alors déjà, le présupposé, effectivement, c'est de dire que tant qu'on ne touche pas réellement au modèle économique, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et ça, c'est important de le redire, parce que trop souvent, les actions de RSE, finalement, se mettent en place en périphérie d'un business as usual qui ne change pas. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle modèle économique? C'est important de sortir de la confusion souvent qui est faite avec modèle de valeur. Modèle de valeur, c'est qu'est-ce que je vends et comment je le vends en substance. Et souvent, on dit, tiens, c'est ça mon modèle économique. En pratique, c'est plus complet que ça, et c'est une vraie façon d'aller passer au scanner, en fait, une entreprise. C'est une façon extrêmement stratégique, parce que le modèle économique, tu l'as dit, commence à la raison d'être, il inclut la gouvernance, et puis après, on va effectivement rentrer dans l'offre, on va rentrer dans la façon dont on produit cette offre, on pourrait même parler de la façon dont on va s'approvisionner pour avoir les matériaux dont on a besoin, et puis on va parler de la distribution de cette offre, on va parler de l'appropriation de la valeur de cette offre, et puis on va rentrer dans une dernière phase qui est la phase de comment on monétise et comment on partage la valeur. Vous savez que rien que sur la monétisation, on a en tête, si on faisait un sondage, vous pourriez citer peut-être 2 ou 3 monétisations. En fait, il y en a 17, 18. Il y a plein de façons d'aller monétiser. Donc déjà, première chose, on va dire, on va aller regarder votre modèle économique. Et notre façon aujourd'hui de faire, et on a évolué, et on a pris, j'ai envie de dire, des impasses, on a essuyé les plâtres, mais ça va être de faire une mission qui va consister à essayer de révéler les potentiels régénératifs de votre modèle. Donc les différentes strates que je viens de vous présenter, on va aller les regarder, on va appliquer des outils qu'on a et qu'on transmet aussi, qui sont notamment des outils de comment est-ce qu'à partir de telle strate, on peut venir se reconnecter au vivant. Et à partir de là, on va émettre un certain nombre d'hypothèses qui vont être pouvoir traduites en chantier et en finalement travail pas à pas. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit concret. Si vous regardez la strate de la production, par exemple, on est en haut du modèle économique. Je sais ce que je vends et j'ai la production. Si vous prenez par exemple l'exemple aujourd'hui des champagnes Ruinart, c'est-à-dire que Ruinart a passé aujourd'hui 60% de sa production, de son sourcing en raisin, est basé sur des pratiques régénératives. Donc vous voyez, il y a quelque chose pour les entreprises qui ne sont pas très loin du vivant d'assez direct, j'ai envie de dire, c'est de se dire on va adopter des pratiques, et là on va d'emblée avoir énormément de bénéfices de ces pratiques. On peut rentrer au niveau des processus de fabrication. Donc tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, Pocheco, qui est une entreprise connue, qui a poussé les curseurs à pas mal d'endroits à ce niveau-là, ils se sont dit on utilisait de la colle chimique, qui évidemment n'est pas bioassimilable, donc qui génère des déchets, on va la remplacer par une colle naturelle. Et puis pendant qu'on y est, on va regarder comment les eaux chez nous sont traitées, et plutôt que de tous les ans payer 300 000 balles pour venir prendre de l'eau, l'épurer, etc., ils ont installé une bambouserie, ils se sont appuyés sur de la phytoépuration, et donc ils ont aujourd'hui des économies et quelque chose qui est complètement naturel. Donc on va pousser comme ça un certain nombre de choses dans plein de domaines. Et effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas que les entreprises directement connectées au vivant qui sont concernées. C'est-à-dire qu'il y a sûrement parmi d'entre vous un certain nombre d'entreprises de services. On a besoin des entreprises de services. Il y a des choses à mesurer, il y a des choses à évaluer, il y a des choses à transmettre en termes de culture. Il y a aujourd'hui beaucoup d'exemples de sociétés, par exemple, d'informatique qui commencent à développer des outils qui permettent de mesurer, par exemple, soit par données satellitaires, soit par des sondes, soit par des mesures terrain,
combien votre sol, parce que vous avez adopté des pratiques régénératives, séquestre de carbone. Donc avec l'idée, c'est là où on reboucle sur la logique de modèle économique et où on rentre dans un schéma un petit peu plus complexe, c'est de valoriser ce carbone séquestré. Et donc ça peut nous faire rentrer dans la valorisation de crédit carbone ou aller mobiliser d'autres mécanismes qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, où des processus naturels que vous mettez en place vont venir remplacer par exemple une usine de traitement d'eau et que vous allez pouvoir valoriser et intégrer dans votre modèle économique. Donc voilà, une façon pragmatique de le faire, c'est comme ça. Et j'ai envie juste de vous donner à goûter, et on n'y est pas encore, mais ce que ça peut donner une société qui fait une organisation qui produit un produit régénératif. Et on n'y est pas encore parce qu'on est sur ce projet. On a une entreprise qui nous a dit, voilà, on aimerait mettre sur le marché le premier t-shirt régénératif. Alors ça veut dire quoi? Donc du coup, pour illustrer tout ce qu'on vient de se dire, un t-shirt régénératif. Ça voudrait dire un t-shirt qui va être déjà produit localement. Le régénératif, c'est pas un produit à l'autre bout de la terre. Ça veut dire que du coup, autour de notre usine, il va falloir trouver peut-être les substances végétales, les matières végétales qui vont permettre de remplacer le coton qui n'est pas bien. Par exemple, qu'on a exploré et qui ne serait pas le bon candidat. Peut-être que le chanvre serait le bon candidat. Ça voudrait dire que donc il faudrait, pour que ce t-shirt soit régénératif, que je puisse avoir une filière et donc des producteurs qui vont me fournir en chanvre récolté de façon régénérative. Que j'ai ensuite un certain nombre de processus de fabrication, que mon t-shirt, une fois qu'il est vendu, et il faut que le prix soit acceptable, c'est là où il faut vraiment regarder le modèle économique, parce que s'il coûte 200 balles, ça va être compliqué, qu'une fois que ce t-shirt, je l'ai porté, que je l'ai fait circuler, qu'il a circulé de main en main, et bien que ce t-shirt, d'ailleurs, avant ça même, qu'au moment où je l'ai acheté, on puisse me dire par l'étiquette, et là il y a tout un travail d'appropriation de ce que c'est que le régénératif, de me dire, vous savez, monsieur le consommateur, quand vous achetez ce t-shirt, vous contribuez à régénérer ce territoire sur lequel vos enfants vivent, vous contribuez à régénérer tel ou tel cours d'eau. Donc vous voyez qu'on rentre dans un acte de consommation là qui est engagé, qui me permet de voir un autre monde. Et le bout du bout, on n'y est pas encore, mais on y sera peut-être un jour, et c'est peut-être pas le plus difficile, c'est que quand ce t-shirt a été utilisé maintes et maintes fois et qu'il est vraiment au bout de sa vie, je vais l'enlever et je vais le mettre sur mon tas de compost et il va revenir à la terre. C'est beau, hein. C'est beau. On applaudit. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est super beau. Alors bon, on n'a pas fini. Une dernière question quand même pour Luc, parce que on a vu là, on a besoin de méthodes. Il y en a parlé, et la norme, la spécification va nous apporter la méthode, les méthodes. On a besoin de modèles économiques, mais on a aussi besoin de gouvernance. Parce que on sait très bien que le problème, c'est souvent le management, comme disait Deming déjà il y a très longtemps. Alors, quels sont les éléments, Luc, les plus précieux pour permettre à ce type de modèle d'émerger et de se développer? Donc en termes de leadership, qu'il faut pour changer tout, parce qu'il faut tout changer. Il faut changer le modèle d'affaires, il faut changer le marketing, il faut changer le pricing, il faut tout changer. Donc il faut quand même une grosse force d'âme. Donne-nous les clés de ça. Je pense que c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. Mais avant, je voudrais quand même vous parler de la gouvernance qui était en place chez Decathlon quand ce projet est né. Les processus décisionnels étaient particulièrement singuliers. Avant de vous expliquer ça, vous dire que je vais vous partager ça. Ne pensez pas que des projets d'exploration ou des modèles comme celui de WePlay Circular ne sont possibles que dans des entreprises qui ont ce type de gouvernance. Je pense aujourd'hui qu'il suffit d'isoler ces projets d'exploration de l'exploitation et de mettre en place une gouvernance spécifique. Alors, comment ça fonctionnait chez Decathlon? N'importe qui pouvait prendre n'importe quelle décision. Augmenter son salaire, se payer une prime, démarrer un projet, ouvrir un magasin sur la Grande Place de Bruxelles, démarrer le projet WePlay Circular dont je vous parlais, à une condition qui était de respecter un process qui n'était pas un process de validation, mais un process de consultation. Mon projet WePlay Circular, je me suis payé une prime aussi, j'ai décidé de me payer une prime. Je devais aller en parler aux personnes qui allaient être impactées par cette décision. Une équipe s'il y a une équipe, des experts s'il y a besoin d'experts. Dans le cas de WePlay Circular, j'avais besoin évidemment du directeur financier parce que j'ai besoin d'un peu de fric pour démarrer ce projet. Mais même si les personnes consultées me disaient ou le disaient à n'importe quel décathlonien, c'est une mauvaise idée, je pouvais quand même y aller. Okay, il y avait la possibilité d'un plan B. C'était une des personnes consultées pouvait poser un veto. Dans le cas du veto, qu'est-ce qui se passait? Les personnes consultées individuellement, on les réunissait en collectif. La personne qui posait son veto expliquait pourquoi. Échange entre les membres du collectif, c'est toujours la personne qui portait l'idée qui pouvait décider.
Et il y avait la possibilité d'un plan C, mais à ma connaissance, Decathlon n'a jamais été jusque-là. Veto à nouveau posé, on réunissait à nouveau le collectif ensemble, mais cette fois-ci, on fait venir intervenir des externes pour avoir d'autres perspectives. C'est toujours la personne qui portait l'idée, qui pouvait décider. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la puissance de ce genre de processus décisionnel. À quel point c'est responsabilisant, bien plus selon moi que des décisions hiérarchiques à suivre, et à quel point c'est exigeant aussi comme processus. Ça, c'est ce qui se passait chez Decathlon. Et c'est ce qui a permis ce projet de voir le jour. Je donne un exemple concret. Dans mon advice process, il y avait mon patron. Mon patron m'avait suggéré, conseillé de ne pas y aller sur tout le catalogue, mais d'y aller sur une verticale. Okay. J'ai entendu son retour, mais j'ai décidé d'y aller sur tout le catalogue. Je pense que si on n'avait pas été immédiatement sur tout le catalogue, je n'aurais jamais pu partager les enseignements que j'ai partagés aujourd'hui. Mais j'insiste, cette gouvernance-là, elle n'est pas nécessaire. Enfin, isoler les projets d'exploration de l'exploitation et permettez une gouvernance spécifique à ce genre de projet. Et ensuite, ça devient très simple, je n'ai plus qu'une réponse, en fait. C'est juste se mettre en mouvement et ne pas anticiper toutes les réponses au comment on va faire, quel impact ça va avoir sur le modèle actuel, quel impact ça va avoir sur l'emploi, quel impact ça va avoir au niveau de la supply chain, etc. etc. Se mettre en mouvement, et c'est le mouvement qui éclaire les pas d'après. Bon, maintenant on va arriver à la partie questions, parce qu'il ne reste plus que 8 minutes. Donc nous, on respecte la démocratie, hein, donc on va le faire dans l'ordre. Encore une question pour Luc, là. On sous-entend dans cette question que tu n'aurais plus le droit de communiquer sur ce sujet, alors que tu viens de le faire pendant une demi-heure. Donc, non, la question qu'on peut se poser, c'est, aujourd'hui, on a tous été dans un magasin Decathlon, ça ne marche pas encore partout, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mais le projet a été suspendu aujourd'hui. Mais je reviens à ça, si vous voulez, on peut prendre plus de temps pour vous en parler aujourd'hui, mais pour moi, aujourd'hui, cette histoire ne fait pas de moi un sachant qui a mieux compris mais j'ai une expérience à partager. Aujourd'hui, pour moi, le principal levier ou frein pour permettre à ce genre de projet de se déployer, c'est la gouvernance. Et la gouvernance a profondément changé chez Decathlon aujourd'hui. Et les personnes et les processus décisionnels dont je viens de vous parler n'existent plus en fait chez Decathlon. Romain, tu veux compléter ? Ouais, ou apporter un peu de contradiction. Parce que ce qu'on constate quand même, c'est qu'à partir du moment où on touche au modèle économique, on touche au dur. On touche au dur, on se heurte aux logiques de rentabilité, on se heurte aux logiques de modèle économique volumique, donc on touche vraiment au cœur du réacteur. Et c'est un de nos sujets de recherche chez Lumia, on travaille sur le leadership régénératif, c'est-à-dire, pour le dire simplement, quelle est l'évolution de conscience, de compétences, de mode de pensée que nous, les décideurs, nous devons prendre, le chemin que nous devons prendre. Si nous ne déconstruisons pas un certain nombre de dogmes qui nous ont amenés là où nous en sommes, j'en donnais quelques-uns, le dogme de toujours plus c'est mieux, hein, cette logique quantitative que nous avons de diriger nos entreprises et même nos vies en espérant accumuler les choses pour combler nos manques existentiels. Désolé, je le fais un petit peu à la hache, mais si on ne déconstruit pas la logique de compétition, qui est au cœur en fait du problème, il y a tout un ensemble de choses. Si on n'adopte pas une vision holistique des choses, comment est-ce que vous voulez à un moment donné ne pas vous recroqueviller sur vous-même dès qu'il y a un vent contraire ? Parce que c'est ça qui se passe. Dès qu'il y a un vent contraire économique et que les ventes baissent, quel va être le réflexe d'une équipe dirigeante qui n'a pas fait un travail de rencontre profonde du régénératif, c'est-à-dire de la vie qui circule en nous, qui circule autour de nous, et de notre lien au vivant non humain, si on l'appelle comme ça. S'il n'y a pas eu un travail en profondeur, ça ne tiendra pas. Parce que nous nous battons contre des décennies aujourd'hui de modes de pensée et de dogmes managériaux dont nous devons à un moment donné nous libérer. Alors moi je l'ai dit en introduction, si tu viens de le confirmer, l'objectif quand même pour une entreprise c'est de durer. Et donc pour durer, l'argent n'est qu'un moyen et qu'il doit y avoir donc d'autres KPI de la performance. Hein, j'ai déjeuné à midi avec Olivier Hamon, il m'a parlé de robustesse. Et donc la robustesse de demain des entreprises véritablement durables, c'est des nouveaux KPI qu'il va falloir démontrer aux parties prenantes. Il n'y a pas que la rentabilité instantanée. Vaya dans le référentiel, dans la spécification de l'AFNOR, sur la mesure de la performance, quels sont les nouveaux indicateurs que les entreprises vont devoir suivre dès lors qu'elles seront rentrées dans des modèles à visée régénérative. Alors, on a eu un grand débat de savoir s'il fallait qu'on propose des indicateurs ou pas. Et les indicateurs régénératifs, aujourd'hui, n'existent pas vraiment. Il y a des indicateurs de résultats, il y a des indicateurs d'impact. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut véritablement se dire qu'ils sont régénératifs ou pas ? On n'a pas voulu, dans un travail, comme je vous l'ai dit, de spécification en 6 mois, se lancer là-dessus. Par contre, dans la suite de cette spec, l'idée, c'est de pouvoir justement commencer à faire remonter des indicateurs, de pouvoir les challenger,
et de par la suite se dire ben, tiens, là on aura peut-être une poignée d'indicateurs. Et ce qu'on a fait par contre, c'est de trouver des seuils. C'est de se dire c'est quoi mes seuils de vitalité, c'est quoi mes seuils de renouvellement, c'est quoi mes seuils d'épanouissement. Et de quand même situer les pratiques par rapport à ces seuils. Ce qui fait que ça ne fait pas complètement des indicateurs au sens KPI, mais ça donne quand même une possibilité de situer et de savoir ce qu'on veut mesurer. Et donc effectivement, la question de la performance, la question de l'efficience, elle est posée. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'était de se dire, ben voilà, il faut tant de pourcents ou tant de pourcents, parce qu'on a effectivement eu des remontées d'informations qui, selon les secteurs, étaient un petit peu différents. Néanmoins, avec les critères, et c'était ce qu'on se disait aussi, hein, vu qu'on est sur quelque chose de très itératif au niveau de la régénération, on ne voulait pas non plus poser et donner des dogmes de quelque chose qui n'est pas complètement abouti. Néanmoins, justement, avec ces seuils qui permettent de dire bah, là, vous êtes simplement au niveau du renouvellement, enfin, vitalité, renouvellement, épanouissement, ça permet effectivement de regarder ce qu'il faut mesurer. Super. Alors, pour terminer, parce qu'on nous a demandé de rendre l'antenne à -5, à 55, il reste 4 minutes, je voulais vous donner quelques petites informations sur ce qui va se passer maintenant. Alors, au-delà du lancement de la norme, de la spécification, on va continuer donc au C3D de vous donner de l'information sur notre site, évidemment, sur notamment comment le MOOC va évoluer, hein, et le 5e module de MOOC sur les entreprises à visée régénérative. Je vous donne un autre rendez-vous exceptionnel, celui-là. C'est le 25 septembre prochain, dans les locaux du groupe Bouygues à Avenue Hoche à Paris, où on fera le lancement du modélisateur IF Initiative, qui a été élaboré en collaboration avec Carbone 4, qui sera le premier modélisateur qui va permettre aux entreprises d'établir leur plan d'affaires au regard des limites planétaires. Donc c'est un truc génial qui a mis 2 ans à se développer, où les entreprises vont pouvoir, quand elles vont imaginer leur plan d'affaires pour les années qui viennent, mettre dans les données d'entrée de leur plan d'affaires eh bien, les matières premières dont elles ont besoin, l'énergie l'énergie de transformation de ces matières premières, puis appuyer sur un bouton et de voir eh bien, est-ce que par rapport à ce qui nous reste comme ressources, au taux de renouvellement de ces ressources, au conflit d'usage, si ça passe ou si ça ne passe pas. Et ça va être hyper intéressant pour les entreprises parce que, bien entendu, on va s'apercevoir que rapidement, ne serait-ce que par rapport à l'empreinte carbone ou par rapport à l'empreinte matière, eh bien, à l'horizon de quelques mois, pour certaines matières premières, ou de quelques années, eh bien, ça ne passe pas. Et donc, ça va permettre aux entreprises d'anticiper les mesures correctives qu'elles vont devoir prendre en compte pour rester vivantes dans des modèles d'affaires qui ne sont pas soutenables. Parce que, par exemple, si on prend ne serait-ce que les voitures électriques, est-ce qu'on pourra avoir autant de voitures électriques qu'il y a de voitures thermiques d'ici 10 ans ? Eh bien, le modélisateur IF Initiative va nous apporter la réponse, et vous allez voir. Donc, et ça, c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, évidemment. Donc ça, c'est le 25 septembre. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais il y aura une possibilité de suivre ces débats en ligne. Donc, voilà, il reste 1 minute, mais on va rendre l'antenne avant l'heure, parce qu'on est respectueux de la table ronde qui va passer derrière. Je vous remercie. Luc, une petite minute. Il nous reste 1 minute, donc c'est bon. Juste vous dire, en quittant Decathlon et aujourd'hui avec l'agence Reset, on a simplifié le modèle pour qu'il soit applicable à d'autres secteurs. Et je pense vraiment que ce n'est pas compliqué à mettre en place. Les entreprises qui répondent aux 4 critères suivants, vendre des produits qui ne soient pas à prix trop bas, vendre des produits dont la valeur ne se dégrade pas trop rapidement, vendre des produits qui ne soient pas trop personnalisés. Si les entreprises répondent à ces 3 critères, le modèle, on peut presque le copier-coller théoriquement et arriver au niveau de performance dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un 4e critère qui est vendre des produits à des clients dont une partie doit ou veut changer d'équipement max tous les ans, tous les 2 ans. Les enfants doivent changer d'équipement parce qu'ils grandissent. Les effets de mode, on veut changer d'équipement. Avec Reset, on est en train de craquer ce 4e critère. Donc vraiment, si vos entreprises répondent à ces critères, il y a vraiment des choses extraordinaires à faire et des niveaux de performance d'un nouveau paradigme à atteindre. J'ai envie de préciser. Non, mais t'as bien et ce n'est pas faire. si simple à se mettre en mouvement. On démarre par un POC sans vouloir bousculer toute l'entreprise. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.